c'est compris. Eh bien, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Bienvenue dans ce cycle de 3 webinaires organisés par l'association Humanité et Biodiversité autour de l'artificialisation des sols et des activités économiques. Je m'appelle Annabelle Princojean, je suis fondatrice d'Être et Avoir, une entreprise de conseil et de formation pour reconnecter nature, économie et humanité basée à Marseille. Je travaille avec Humanité et Biodiversité depuis 2 ans sur l'artificialisation des sols et j'ai rédigé le guide méthodologique dont nous allons parler aujourd'hui. J'ai l'honneur d'animer ce cycle de webinaires. Vous êtes nombreux à vous être mobilisés aujourd'hui, un 5 juillet. Aux dernières nouvelles, vous étiez à peu près 80 personnes à vous être inscrites. Donc, d'ores et déjà, merci pour votre mobilisation et votre confiance. Ce webinaire est enregistré. Vous pourrez accéder au replay sur la chaîne YouTube de Humanité et Biodiversité d'ici quelques jours. Pour ce premier webinaire, nous avons un beau panel paritaire d'intervenantes et d'intervenants que je prendrai le temps de présenter avant chacune de leurs interventions. Concernant le déroulé de ce webinaire, nous aurons, afin de poser le contexte et de présenter la publication, 2 interventions successives de Kathleen Monod de l'OFB, bonjour Kathleen, et de Sandrine Bélier, directrice d'Humanité et Biodiversité. Nous aurons ensuite la chance d'avoir des retours d'expérience d'acteurs engagés sur le sujet de l'artificialisation, avec les interventions de Marion Aubrat d'EFAGE, de Jean-François Le Signe de RTE, de Patrick Barbier, maire de Muttersholtz, et l'intervention d'Emmanuel Delannoy pour une bonne dose d'inspiration. Enfin, pour conclure, nous aurons le plaisir d'avoir l'intervention du président de l'association Humanité et Biodiversité, M. Bernard Chevassus-Aulouis. Question pratique. Nous sommes assez nombreux, donc nous vous demandons de couper le micro lors des interventions. Vous aurez la possibilité de poser des questions aux intervenants via le chat tout au long du webinaire. Lisa Legemtel, qui est chargée de mission droit et économie de la biodiversité chez Humanité et Biodiversité, reprendra les questions du chat au fur et à mesure des interventions. À la fin de toutes les présentations, on prendra également un temps d'échange où vous pourrez poser en direct vos questions aux intervenants. Si possible, pourriez-vous mettre en bas de votre case sur Zoom votre nom et votre organisme. Alors, c'est parti. Nous commençons par le contexte avec Kathleen Monod. Kathleen, tu es actuellement coordinatrice thématique sur l'aménagement du territoire au sein de l'Office français de la biodiversité. À ce titre, tu as suivi la préparation de la loi climat et résilience, puis la mise en œuvre de son volet dédié à la lutte contre l'artificialisation des sols. Auparavant, en tant que chef du bureau de la gestion des espaces maritimes et littoraux au sein du ministère de la Transition écologique, tu avais pu mesurer les conséquences de l'artificialisation sur les littoraux et l'importance de la maîtrise foncière pour protéger les espaces naturels, agricoles et forestiers. Kathleen, nous t'écoutons. Quels sont les enjeux liés aux interactions entre biodiversité et artificialisation des sols? La parole est à toi. Merci beaucoup, Annabelle. Je tiens d'abord à souligner et vraiment à remercier Humanité et Biodiversité pour la publication de ce guide sur l'artificialisation qui fait vraiment œuvre de pédagogie sur le ZAN. Vous m'entendrez souvent utiliser cet acronyme qui est quasiment rentré dans le langage courant maintenant, mais donc zéro artificialisation nette, parce que je crois que la période est propice. Et donc, je suis très heureuse d'introduire ce webinaire à 2 voix avec Sandrine. Voilà, je crois que c'est un beau guide qui vous est présenté cet après-midi et j'espère qu'il vous sera utile. Donc, moi, je vais plus particulièrement axer mon intervention, vous l'avez compris, Annabelle vous l'a dit, sur le volet biodiversité. Peut-être, Annabelle, pour commencer le diaporama sur voilà, les petites slides pour vous rappeler finalement que la biodiversité… Parce que je passe, excusez-moi, je passe. Ça se voit pas.
Mais vous ne les voyez pas défiler, c'est ça? Non. Ok. Enfin, à moins que je sois la seule à ne pas les voir, mais a priori, je ne suis pas la seule. Voilà. On ne les voit pas non plus. Ah bon. J'arrive. En tous les cas, je n'ai pas besoin d'illustrations pour vous dire que la biodiversité, c'est l'ensemble des êtres vivants et l'ensemble de toutes les interactions qu'ils entretiennent entre eux. Et l'homme en fait, bien évidemment, en est partie prenante. On dit que la biodiversité, c'est le socle des activités humaines, et notamment parce qu'elle rend un certain nombre de services, qualifiés de services écosystémiques. Et même si cette approche peut pour certains paraître un petit peu utilitariste, voire anthropocentrée, elle a le mérite quand même de nous rappeler et de donner à voir le fait que nous dépendons de la biodiversité pour respirer, pour nous nourrir, pour notre santé, pour produire un certain nombre de biens et, qui sont nécessaires à notre économie, à notre bien-être. J'ai pris un exemple qui est assez classique, qui est celui de la pollinisation, mais je crois qu'il parle lui-même quand on regarde ces photos d'étal du marché. Cette biodiversité, aujourd'hui, elle est menacée à l'échelle globale comme à l'échelle locale. Évidemment, il y a des situations un petit peu contrastées. Annabelle, si tu peux passer à la diapo suivante, avec des travaux qui ont été conduits par l'IPBES, qui est la plateforme intergouvernementale politique et scientifique sur la biodiversité et les services écosystémiques. Et vous voyez donc en rouge les pourcentages d'écosystèmes qui sont dégradés de façon importante. Donc la situation au niveau global est assez alarmante. Si on zoome au niveau j'allais dire, national, vous avez le rapport de l'Observatoire national de la biodiversité qui contient un certain nombre d'indicateurs. Là, je vous ai pris l'exemple de l'abondance des populations d'oiseaux communs métropolitains. Et si vous regardez la petite courbe qui se trouve en jaune, c'est la diminution de la population d'espèces d'oiseaux inféodés au milieu agricole. Et vous voyez que les chiffres ne sont guère meilleurs. Alors, c'est vrai que d'autres chiffres sur l'état de la biodiversité se trouvent d'ailleurs dans la publication d'Humanité et Biodiversité, et donc je vous invite aussi à aller les consulter. Les causes de cette érosion de la biodiversité sont assez multiples et c'est souvent difficile d'en identifier une parmi les autres. L'IPBES en identifie 5. Moi, je vous parlerai exclusivement du changement d'usage des terres, puisque c'est un petit peu le thème du webinaire d'aujourd'hui, sachant qu'au niveau international, le changement d'usage des terres englobe à la fois les transformations issues de l'urbanisation, mais aussi les transformations des pratiques agricoles et forestières, alors qu'en France, l'artificialisation des sols, j'allais dire, est plus une affaire de couverture des sols que de pratique, mais j'y reviendrai un petit peu ultérieurement par la suite. Aujourd'hui, ce sont entre 20 000 et 30 000 hectares d'espaces naturels, agricoles et forestiers qui sont consommés chaque année. Alors, généralement, je ne suis pas fan des comparaisons footballistiques, mais là, je vais quand même vous en donner une parce que je trouve qu'elle est assez parlante. C'est à peu près 4 à 5 terrains de foot par heure qui sont artificialisés aujourd'hui en France. Il y a des écosystèmes qui ont été particulièrement impactés ces dernières décennies. C'est le cas des prairies, des pelouses et du pâturage naturel. C'est aussi le cas des milieux humides. Voilà. Donc, l'artificialisation des sols, elle va contribuer certes à fragmenter les milieux naturels, à simplifier les trames, et donc elle va favoriser plutôt des espèces généralistes plus que spécialistes. Elle va faire diminuer la diversité génétique des populations compte tenu de l'isolement des populations auquel la fragmentation va aboutir. Et puis, elle va aussi générer de la pollution lumineuse. Sur la diapo suivante, Annabelle, vous pourrez constater, donc ça c'est un indicateur qui est sorti l'année passée et qui montre que notre territoire est sous pression de la pollution lumineuse à environ 85%. On pourrait quasiment faire le copier-coller avec les cartes de l'artificialisation des sols et cette carte de pollution lumineuse. Au-delà de ça, cette artificialisation des sols, elle va aussi altérer la capacité des sols à fournir un certain nombre de services qui sont vitaux.
Je pense notamment forcément à l'habitat pour la biodiversité, mais il y a aussi la capacité à transformer, à stocker des matières organiques. Il y a aussi le rôle de filtration et des pollueurs, entre guillemets, que peuvent jouer les sols, de participation aux grands processus climatiques. Et c'est vrai que c'est la raison pour laquelle la loi climat et résilience a beaucoup insisté sur cette notion de fonction des sols. Alors, dans un tel contexte, et non, je ne veux pas vous casser le moral, hein, pour un 5 juillet, début d'été, belle journée, alors on va passer au côté un petit peu plus positif. Dans un tel contexte, forcément, il y a des grandes lois et des stratégies nationales qui ont essayé d'enrayer ce phénomène et cette frise chronologique tente de l'illustrer. On aurait peut-être même pu remonter jusqu'en 1975 avec la création du Conservatoire du littoral. En fait, ce que cette frise chronologique ne vous montre peut-être pas, et c'est peut-être à réfléchir pour un prochain visuel, c'est finalement que le code de l'urbanisme, il est souvent tiraillé entre des ambitions qui s'opposent. D'une part, protéger les espaces naturels, agricoles et forestiers, et d'autre part, faciliter les projets d'aménagement pour répondre aux besoins des populations en termes d'équipement, en termes de logement, etc., etc. Et donc, finalement, aux côtés de ces grandes lois, et parfois même à l'intérieur même de ces lois qui vont renforcer le rôle des documents d'urbanisme dans la sobriété foncière, vous avez des dispositifs qui existent pour alléger les procédures de participation du public, déroger aux documents d'urbanisme, mettre en place des procédures intégrées et finalement qui visent à faciliter et à accélérer les projets d'aménagement. Et depuis quelques années, finalement, on était dans une forme de mise en tension entre ces ambitions. Et avec la loi climat et résilience, on a vraiment l'impression qu'on cherche à dépasser cette mise en tension avec la fixation d'un objectif chiffré et en définissant clairement ce qu'est aujourd'hui l'artificialisation. Alors en fait, il y a deux définitions de l'artificialisation. Il y en a une première qu'on qualifie de définition fonctionnelle, j'en ai parlé tout à l'heure, c'est la définition qui reprend l'altération des fonctions des sols. Et cette définition a la vocation à s'appliquer à l'échelle des projets d'aménagement et à être mise en œuvre dans le cadre de la séquence éviter, réduire, compenser. Et c'est quand même une avancée incroyable de savoir que les fonctions des sols sont désormais dans le code de l'urbanisme, même si la mise en œuvre reste encore un petit peu à préciser dans le cadre de l'évaluation environnementale. Vous avez une deuxième définition, puisqu'en fait, ce n'est pas cette définition fonctionnelle qui va être appliquée dans les documents de planification. Et cette deuxième définition, alors certains l'appellent définition Casio, en hommage à la célèbre marque de calculatrice, parce qu'elle va servir à calculer le bilan du ZAN. Alors, le bilan du ZAN renvoie à une nomenclature qui a été récemment publiée et qui fixe et qui définit la catégorie des surfaces artificialisées et des surfaces considérées comme non artificialisées. Et le bilan du ZAN, c'est finalement le solde entre les deux flux. Alors, dans un premier temps, c'est-à-dire entre 2021 et 2030, la loi prévoit de se concentrer sur la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers, qui doit être réduite d'au moins 50% par rapport aux 10 années précédentes. Mais à partir de 2031, et donc c'est le petit camembert orange que vous voyez sur cette diapo, les deux approches, c'est-à-dire celle de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers, qui est aussi illustrée dans, dans la petite restitution carto que vous avez en dessous, les deux approches, celle de la consommation des nappes et celle de l'artificialisation des sols, vont coexister avec des tranches de réduction qui seront fixées dans les documents de planification pour atteindre ce fameux objectif zéro artificialisation nette. Je ne reviens pas sur les calendriers parce que sinon, il faudrait beaucoup plus de temps d'introduction. Et donc, même si la nomenclature, à partir de 2031, devrait permettre une approche infraparcellaire, hein, vous le voyez sur cette diapo, elle reste quand même prisonnière d'une vision qu'on va qualifier, sans être trop péjoratif, de binaire entre sol artificialisé et sol non artificialisé, alors qu'un gradient aurait certainement pu être un petit peu imaginé. À noter quand même que toutes les surfaces non artificialisées dans cette nomenclature ne sont pas nécessairement favorables à la biodive. Vous avez par exemple les carrières qui sont considérées comme des surfaces non artificialisées et qui, bien évidemment, ne sont pas des espaces que l'on peut qualifier de favorables à la biodiversité.
saluons quand même l'avancée que constitue cet objectif ZAN pour la préservation de la biodiversité, parce qu'on espère que ça sera une opportunité formidable d'accompagner l'émergence de modèles d'aménagement qui soient plus favorables à l'accueil de la biodiversité et plus résilients aussi. J'en terminerai avec cette dernière diapo pour vous dire que la loi climat et résilience a beaucoup focalisé sur la planification territoriale et sur le rôle que peuvent jouer les collectivités. Il n'en demeure pas moins que cet objectif ne pourra pas être atteint si tous les acteurs de la chaîne de l'aménagement ne sont pas mobilisés. Et donc, c'est bien une dynamique partenariale qui mérite d'être mise en mouvement. Et je crois que les participants et les intervenants à ce webinaire démontrent vraiment le côté dynamique transverse qui mérite d'être à l'œuvre, que ce soit du côté des entreprises, des élus, des experts, des associations, des établissements publics. Je crois qu'il y a une triple opportunité à travers l'objectif du ZAN pour l'action des entreprises. La première, ça va être d'apprendre à composer et à recomposer avec l'existant. Certaines entreprises le font déjà beaucoup, il faudra sans doute l'intensifier. La deuxième opportunité, c'est celle d'intégrer en amont, dans la conception des programmes immobiliers, les sols vivants et de leur donner une place particulière, qui permettra aussi de répondre à des attentes accrues des habitants et des collectivités pour la biodiversité, pour la gestion des eaux pluviales, pour la lutte contre les îlots de chaleur. Et c'est vraiment cette réponse aux enjeux territoriaux qui va compter. Et c'est enfin aussi une manière peut-être de rendre plus visible le fait qu'une opération immobilière, ce n'est pas quelque chose in abstracto. Ça s'inscrit dans un contexte environnemental, ça dépasse le cadre de la parcelle, c'est dans les trames écologiques, ça s'insère dans un territoire. Et je crois que le schéma qui figure sur cette diapo, qui est issu du CEREMA, dans le cadre du programme MUSE sur la qualité des sols dans la planification, démontre bien que le sol, qui était auparavant appréhendé comme une opportunité foncière, finalement devient une ressource à préserver dans un projet territorial qui se veut plus vaste. Et l'intérêt du guide d'humanité et biodiversité, c'est de vous donner à voir aussi les pratiques qui existent déjà et les orientations qui sont possibles de mettre en œuvre plus ou moins facilement. Et je vais laisser Sandrine prendre la suite de cette introduction pour vous en parler plus en détail. Merci beaucoup, Kathleen, pour cette présentation du contexte riche en seulement quelques minutes. Alors, donc, effectivement, Sandrine va nous présenter les grandes lignes de ce guide. Sandrine, tu es directrice d'Humanité et Biodiversité depuis 2016. Tu as une formation de juriste en droit de l'environnement et en droit de l'homme. Ta carrière est tournée vers l'engagement environnemental. En effet, tu as été directrice régionale d'Alsace Nature de 1998 à 2008, puis directrice fédérale France Nature Environnement en 2008, et tu as été de 2009 à 2014 députée européenne. Tu es co-auteur de 2 ouvrages, La biodiversité, une chance, nous avons un plan B, aux éditions Actes Sud, publié en 2013, et La protection de la nature, 30 ans après la loi du 10 juillet 1976, publié aux presses universitaires de Strasbourg en 2007. Par ailleurs, tu as été membre du Conseil national de la transition écologique en 2013, 2014 et 2016 et membre de la Commission nationale du débat public de 2008 à 2011. Tu es également membre fondatrice et présidente d'honneur du Club parlementaire pour l'étude et la protection des sols. Sandrine, la parole est à toi. Nous t'écoutons sur la présentation du guide. Ah, tu as ton micro coupé. Oui, c'est mieux avec le son. Merci Annabelle et puis un grand merci à Kathleen pour son exposé, pour son soutien, pour sa participation à la réalisation de ce guide qui nous tenait à cœur. Je ne vais pas revenir sur la première partie du guide puisque cette première partie est consacrée au contexte, aux chiffres, à la réglementation que Kathleen vous a présenté et résumé. Mais si tu évoquais quelques chiffres, pour en évoquer d'autres, donc sur cette question de l'artificialisation des sols
En France, je vous ai mis quelques chiffres là. Vous voyez, c'est 23 500 hectares par an depuis 2016. Et pour donner quelques éléments, pour visualiser l'augmentation et la croissance de l'artificialisation des sols sur le territoire français, le taux de croissance est 3,7 fois plus important que la croissance de la population depuis 1981. Donc, on ne peut pas dire que c'est corrélé à l'augmentation de la population. Et 73% des espaces qui ont été consommés se situaient dans des zones qui n'ont tendu pour l'accès au logement entre 2006 et 2016. Voilà pour quelques chiffres. On va rentrer dans le temps qui nous est imparti dans la présentation et vous donner envie de vous plonger dans ce guide zéro artificialisation nette du territoire. Comment le secteur de la construction et de l'immobilier peut-il s'engager? Kathleen l'a dit, c'est vrai que les premiers acteurs, on se dit quand on parle d'objectifs ZAN, sont les collectivités territoriales. Un guide a été réalisé, vous le voyez à l'écran, donc l'année dernière avec la Caisse des dépôts, la CDC Biodive. Et nous, il nous semblait important, comme Kathleen l'a dit, de permettre aussi aux acteurs de l'aménagement et de la construction de pouvoir s'engager et mettre en œuvre au sein de leur entreprise ou de leur groupe une stratégie zéro artificialisation nette. Et donc, c'est l'objet de ce deuxième guide sorti fin d'année dernière. Un guide en 3 parties. La première, parce que tout le monde n'a pas forcément la connaissance de ce qu'est le zéro artificialisation nette et les enjeux en termes de biodiversité qu'il porte. Donc, cette partie-là, Kathleen vous l'a présentée. Et puis, une seconde partie, donc avec une méthodologie en 5 étapes pour les entreprises, pour définir en interne une stratégie ZAN dans le cadre de leur activité. Et puis enfin, une troisième partie avec une boîte à outils avec plein d'éléments et plein de choses qui peuvent être mises en place par le secteur de l'immobilier et de l'aménagement. Alors, comment définir une stratégie ZAN? On est parti sur, c'est assez classique, sur une stratégie en 5 étapes. D'abord évaluer, ensuite définir ses engagements, définir une gouvernance interne, définir également une gouvernance externe et puis ensuite mesurer les résultats. Alors, la première étape, l'évaluation. Donc, pour pouvoir avoir une stratégie et d'amélioration de son activité sur l'artificialisation des sols, il s'agit d'abord de faire un état initial de l'impact de ces activités, enfin, celles qui sont propres à l'entreprise sur les sols. Alors, il y a deux approches possibles. D'une part, on peut, et très simplement, donc avec une approche binaire, voir selon l'activité la surface des sols qui est imperméabilisée versus non imperméabilisée, ou encore la surface des sols en pleine terre versus la surface des sols artificialisés. Sur l'évaluation, on aura un retour d'expérience de Marion Desfages qui nous dira comment et par quel angle et qui illustrera comment Eiffage a procédé à cette première étape. Ensuite, une fois qu'on a fait cette évaluation et que l'entreprise ou le groupe a réussi à mesurer ses impacts et la part de responsabilité de son activité sur l'artificialisation des sols, elle va pouvoir réfléchir et définir des engagements pour réduire et stopper l'artificialisation des sols et avoir un impact positif sur la biodiversité. Parce que pour nous, cet objectif de zéro artificialisation nette est intimement lié à l'objectif de la loi de 2016 sur le zéro perte nette de biodiversité. L'objectif est bel et bien celui-ci. Ces engagements, selon son activité, l'entreprise va pouvoir soit jouer sur la diminution de l'emprise au sol et de son impact sur le vivant. Elle va pouvoir aussi éventuellement s'engager sur des réhabilitations de l'existant, sur la diminution de l'imperméabilisation des sols ou encore sur des opérations de renaturation des sols en pleine terre et prendre en considération dans ces actions aussi le bien-être des populations, notamment en réduisant par exemple le risque inondation. Et puis enfin, elle pourra aussi, par ses engagements, envisager de réduire ses émissions de gaz à effet de serre et le stockage de carbone qui est en lien avec la stratégie climat.
et des engagements SMART, comme il est toujours recommandé, c'est-à-dire spécifiques aux activités de l'entreprise, des engagements qui soient mesurables, qui soient adaptés aux impacts de l'entreprise sur l'artificialisation, qui soient reproductibles pour qu'on puisse avoir des résultats comparables dans le temps, dans le cadre des évaluations, et puis mesurables dans le temps. La troisième étape, qui peut être menée en même temps que notamment la seconde, c'est le management interne pour garantir le succès de sa stratégie. Nous, par expérience, avec Humanité et Biodiversité et sur les différentes entreprises avec lesquelles on travaille, on a noté que toute stratégie, que ce soit en matière de lutte contre l'artificialisation ou pour s'améliorer dans la lutte contre la perte de la biodiversité, suppose que cette stratégie soit soutenue au plus haut niveau par le PDG et le top management. L'engagement du PDG engage les équipes, engage et donne une durabilité sur la stratégie et une fiabilité à la stratégie engagée par l'entreprise ou par le groupe. Ensuite, toujours intéressant de mettre en place un comité interne piloté par le service RSE et qui va inclure les différents autres services, achats, financiers, commerciaux, maîtres d'ouvrage, pour que en fait, l'ensemble de l'entreprise soit véritablement engagé dans la stratégie mise en œuvre. Et puis, un autre élément qui peut être intéressant, c'est la mise en place d'une rémunération variable qui va inclure des objectifs concernant l'artificialisation dans cette rémunération variable et qui est un moyen de montrer aussi aux salariés, aux responsables qu'il y a une vraie dynamique, il y a un vrai engagement pour la lutte contre l'artificialisation et permet aussi de donner des objectifs aux managers et ces objectifs pourront être partagés avec leurs équipes. Et puis enfin, impliquer tous les salariés, donc mobiliser l'ensemble des équipes, différentes étapes, mais que tous les métiers soient associés et ça peut passer par des formations, par des réunions, des actes de sensibilisation. Quatrième étape, toujours dans le même temps, c'est organiser un management externe pour garantir le succès de cette stratégie. Donc, d'une part, s'entourer d'experts. On sait que l'entreprise ou le groupe n'a pas forcément à être expert sur le sujet de l'artificialisation. Par contre, il peut faire appel à des experts qui vont pouvoir l'accompagner sur différents aspects. Par exemple, sur le reporting, sur le choix des indicateurs, sur leur mise en place, sur le choix des actions, choix des matériaux, actions de renaturation en pleine terre, etc. Donc, d'abord, aller chercher donc, des personnes, et on en connaît un paquet, et donc ça fait partie des choses, premier élément. Ensuite, s'impliquer dans des groupes de travail, il y en a un certain nombre qui existent aujourd'hui, on vous en a cité quelques-uns, mais ce n'est pas exhaustif dans le guide, mais par exemple, le laboratoire d'initiatives foncières et territoriales innovantes, le LIFTI, qui aborde une partie du sujet, le club des infrastructures linéaires, le CILB, ou encore le Conseil international biodiversité et immobilier, le CIBI, l'atelier des territoires. Voilà, il y a certains réseaux et la mise en réseau dans ces groupes de travail permet aussi de partager l'expérience de secteurs qui œuvrent dans les mêmes corps de métier. Et puis, développer des partenariats, donc ça, avec, je vous le disais, dans le cadre de groupes de travail ou avec des parties prenantes, et puis mettre en place un comité de parties prenantes à l'échelle de l'entreprise, avec différents acteurs, des ONG environnementales, les experts, des prestataires, des syndicats, des évaluateurs. Ça, c'est vraiment à échelle variable. Et ça présente l'intérêt de confronter sa stratégie et ses idées à différents points de vue. Et ces comités de parties prenantes à l'échelle de projets permettent aussi potentiellement de favoriser un ancrage local, d'instaurer un climat de confiance avec les riverains et puis de partager une recherche de vision commune de ce que pourrait être la ville de demain ou l'aménagement plus respectueux de la biodiversité. Et puis, enfin, toujours dans ce management externe, il s'agira de communiquer ces résultats. Et puis, enfin, cinquième étape
qu'on vous propose, qui n'est pas la plus simple, qui est celle de la mesure de l'artificialisation des sols et donc de la définition d'indicateurs à l'échelle du groupe ou de l'activité. Alors, vous dire de suite, et vous retrouverez, je ne vais pas rentrer trop dans le détail, je vais vous en donner quelques-uns et au moins vous les citer, qu'il n'y a pas d'indicateur aujourd'hui spécifique pour le ZAN, ce n'est pas un indicateur unique pour la biodiversité, pour l'artificialisation. C'est un peu plus complexe que les mesures en matière de lutte contre le dérèglement climatique et de calcul de nos émissions de CO2. Mais il y a tout un panel d'indicateurs et ce sera à l'entreprise, à votre groupe, de choisir en fonction de sa stratégie et de ses actions quel indicateur peut permettre de mieux rendre compte du processus d'amélioration en matière de lutte contre l'artificialisation des sols. Vous en présentez quelques-uns. Alors, le gradient de l'artificialisation terrestre, je ne vais pas vous en parler parce que justement, il va vous être notamment présenté par Jean-François Le Signe. Et puis, sur les autres indicateurs, vous avez notamment l'indice de qualité écologique ou l'indice de potentialité écologique. Ce sont des indices qui ont été développés en 2008 par le Muséum national d'histoire naturelle. Vous avez encore, je vous les cite seulement parce que dans le temps imparti, mais je vous invite à les retrouver dans le guide, ils sont détaillés et expliqués. Le coefficient de biotope par surface, ou encore l'éco-potentiel qui a été utilisé à Bruxelles, le coefficient d'imperméabilisation de la parcelle, ou encore il existe des indicateurs sur la qualité des sols, des indicateurs qui sont liés aux services écosystémiques, ou encore des indicateurs socio-environnementaux. Je vous évoquais notamment l'exemple de l'exposition de la population au risque inondation ou la proximité d'espaces verts à proximité des habitations. Voilà pour la méthodologie et les outils qu'on a pu développer dans ce guide. Et puis, une troisième partie qui présente, alors pour moi, ça comme une boîte à outils qui présente tout ce qui peut être fait aujourd'hui en matière de lutte contre l'artificialisation. Alors, il y a une partie qui est dédiée à éviter, réduire, compenser et comment l'utiliser de la meilleure manière possible. Et puis, vous voyez là sur cette petite marguerite l'ensemble des actions qui peuvent être développées, comme la renaturation des sols artificialisés, des opérations de renouvellement urbain, la maîtrise de l'étalement urbain, l'optimisation de la densité des espaces urbanisés, la protection des sols, des espaces naturels, agricoles et forestiers, la préservation, restauration de la biodiversité, notamment de la nature en ville, et la qualité urbaine. Et j'ai pris deux petits exemples de façon un peu arbitraire. Concernant la maîtrise de l'étalement urbain, donc parmi les pistes d'action, on peut favoriser l'utilisation des friches. C'est un travail qui est mené, et notamment avec le LIFTI, depuis un certain nombre d'années. Construire sur des zones de dents creuses ou de sous-densité, favoriser l'habitat collectif à la maison individuelle en le rendant désirable, réhabiliter les bâtiments vacants, sous-sol, parking, immeubles, surélever des bâtiments existants, ou encore se doter de critères spécifiques pour l'achat de nouveaux terrains. Mais encore à découvrir dans notre guide, je vous le disais, plein d'actions que vous pouvez d'ores et déjà développer concernant le renouvellement urbain, l'optimisation de la densité des espaces urbanisés, la qualité urbaine ou encore la renaturation des sols artificialisés. Et j'espère que ce résumé et cette présentation aussi rapide que j'ai pu la faire vous donnera envie d'aller plus loin et de consulter notre guide et de lancer votre stratégie zéro artificialisation nette à l'échelle de votre entreprise ou de votre groupe. Et je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup Sandrine pour cette présentation. J'espère aussi que ceux qui n'ont pas encore lu le guide pourront le lire pendant ces vacances d'été. Je crois qu'il n'y a pas de questions encore dans le chat. Donc, je vous le rappelle, vous pouvez poser des questions via le chat et après chaque intervention, on peut en traiter quelques-unes avant notre grand temps d'échange à la fin. Mais du coup, on va tout de suite continuer avec les retours d'expérience sur le ZAN et nous commençons avec Marion Aubrat.
qui est référente biodiversité à la direction développement durable et innovation transverse d'EFAGE. Marion, tu es ingénieure en aménagement durable des territoires. Tu travailles à l'établissement et à la déclinaison de la stratégie biodiversité du groupe dans les métiers et tu travailles à l'accompagnement des projets pour la maîtrise du risque environnement et la réduction des impacts sur le vivant. Est-ce que tu peux nous présenter ce que vous faites sur la biodiversité et en particulier vos solutions pour réduire l'artificialisation des sols? Avec plaisir. Donc, bonjour à tous. Donc, je vais vous présenter un petit peu généralement l'approche qu'on a chez EFAGE déjà l'intégration de la question de la lutte contre l'artificialisation dans la stratégie du groupe, l'intégration aussi de cette réflexion-là dans la gouvernance et la traduction opérationnelle que ça peut avoir sur le terrain. Donc, pour commencer, je voulais vous représenter très rapidement la stratégie biodiversité d'EFAGE. Donc, on a formalisé il y a un petit peu moins d'un an. Je veux bien que tu reviennes à... Ouais. C'est toujours cette slide-ci. Qui se décline en 4 axes. Le premier, c'est vraiment un axe sur éviter et réduire les pressions sur la nature, notamment en répondant aux exigences réglementaires. Donc, là, on est vraiment sur le R, sur les éléments naturels. Le deuxième axe va être de construire avec le vivant en apportant de la plus-value écologique dans les projets qu'on réalise. C'est au sein de cet axe-là que nous, on a introduit la préservation de la pleine terre dans les projets, préservation de la pleine terre et des éléments naturels favorables aux vivants, dans un objectif de zéro artificialisation nette, à côté des questions de promotion des services écosystémiques ou de la mise en place de labellisation, d'aménagement favorable à la biodiversité, qui va apporter du plus dans les projets. Le troisième axe, on est sur la partie restauration des écosystèmes par le développement de nouvelles activités vertes. Donc ça, on va pouvoir retrouver le développement des activités de génie écologique, par exemple, les activités de dépollution, de renaturation des sols, ce type de choses-là sur lesquelles on essaye de plus en plus de se former et d'être en compétence aussi, ou de s'accompagner des bons acteurs pour pouvoir réaliser ce type de travaux, étant entreprise générale sur un certain nombre de projets. Et le dernier axe qui est un peu plus transverse pour se transformer le groupe avec des réflexions sur une meilleure connaissance de nos impacts environnementaux, la formation, la sensibilisation, mais également tout ce qui va être lien avec la recherche ou les actions de mécénat. Donc, dans ce cadre-là, la question de lutte contre l'artificialisation des sols, pour nous, est vraiment intégrée à cette stratégie. Et c'est un élément qui est pour nous vraiment important. D'un point de vue gouvernance de la biodiversité au sens large, parce que c'est vrai que nous, l'artificialisation, c'est un sujet qu'on veut absolument relier avec la biodiversité. On ne souhaite pas dissocier et rester juste sur quelque chose de binaire, de foncier. On est vraiment sur quelque chose où on souhaite apporter une plus-value écologique aussi au travers de cette lutte contre l'artificialisation. Donc, notre engagement biodiversité, là, je vais plutôt être sur les derniers engagements récents. On est engagé dans le dispositif Entreprises engagées pour la nature depuis 2020. La biodiversité, c'est un sujet qui commence à être de plus en plus intégré aux réflexions un petit peu larges et notamment de notre PDG. Et on a eu l'occasion, il y a un petit peu moins d'un an, de réaliser une réunion des parties prenantes internes et externes avec nos partenariats privilégiés qui sont la LPO et Humanité et Biodiversité avec qui on est présent aujourd'hui, et une 50aine de personnes en interne, directeurs de métiers, d'agences, et également le PDG qui a pris la parole en interne pour la première fois sur ce sujet et affirmé son objectif de décliner cette fameuse stratégie que je vous ai présentée juste avant au cœur des métiers. Et donc, on a vraiment pour objectif d'avoir dans le prochain engagement Entreprises engagées pour la nature qu'on va mener, une déclinaison de cette stratégie dans tous les métiers du groupe. Puisque jusque-là, nos engagements étaient des actions qui peuvent être un peu générales, qui concernaient certains métiers, mais qui n'allaient pas emporter la totalité, la totalité des personnes du groupe. Donc, on a pour objectif de déposer ce nouvel engagement à l'automne prochain, dans quelques mois. Et on est sur une analyse un petit peu générale de bien identifier les impacts que chacune de nos activités ont sur les 5 facteurs d'érosion de la biodiversité, incluant donc le changement d'usage des terres et des mers et la thématique un petit peu plus générale
d'artificialisation des sols et de perte de milieux naturels, avec pour objectif ensuite de prioriser en fonction de l'intensité d'impact que chacune des activités a sur ces facteurs de pression, d'identifier les mesures prioritaires, celles qui vont vraiment avoir un effet large et pouvoir agir sur la réduction de cette pression, et les mesures sur lesquelles on va pouvoir avoir des effets leviers en fonction de comment est-ce que nous, on interagit. Parce que je n'en ai pas forcément parlé au début, mais c'est qu'Eiffage, on est à la fois maître d'ouvrage dans le cadre de projets d'aménagement, de projets d'immobilier, on est également concepteur-constructeur, on est parfois seulement entreprise générale et on est aussi industriel avec nos centrales d'enrobés, les carrières et ce type d'éléments. Donc, on a un panel de types d'activités et de types d'interventions assez variés qui nous permet d'agir à différents niveaux sur la question de la lutte contre l'artificialisation. Et donc, ces nouveaux engagements qui seront déposés au dispositif Entreprises engagées pour la nature, ils ne seront pas focalisés sur l'artificialisation pour tous, mais c'est l'un des paramètres qui sera décliné. Et ce sera des engagements qui vont être vraiment portés par les branches, construits par les opérationnels en lien donc avec la direction développement durable et assortis d'objectifs SMART et d'indicateurs FAST. Bon, là, on rentre dans les éléments techniques, mais je reboucle avec ce que disait Sandrine un peu au début. Donc, vraiment d'avoir des objectifs chiffrés, temporels, avec des cibles de réduction précises. Alors, on en parlait un petit peu tout à l'heure, l'artificialisation, effectivement, ça peut être vu comme quelque chose de binaire, telle qu'est la définition actuelle. Dans le cadre des projets, on est sur une définition qui est plutôt sur la question de la fonctionnalisation des sols, enfin du maintien des fonctions écosystémiques des sols. Et donc, il y a plusieurs manières de travailler ce sujet-là, plusieurs niveaux. On peut à la fois travailler, par exemple, sur les projets d'immo-aménagement, sur des deltas de surface de pleine terre avant, après projet. Nous, c'est un élément qui est particulièrement important pour nous en interne et qu'on a commencé à suivre depuis 2 ans. Sur ces types de projets-là, travailler sur l'évitement de certaines surfaces de pleine terre et de nature existante, puisque le delta, c'est intéressant, mais c'est aussi qu'est-ce qu'on préserve réellement, qu'est-ce qu'on va éviter complètement in fine. Mais c'est également travailler sur des coefficients de biotope pour améliorer le potentiel écologique ou des solutions plus techniques qui vont permettre de limiter l'artificialisation ou ses effets sur le territoire. Donc là, on voulait vous présenter quelques exemples, en tout cas, de solutions qu'on a pu montrer, qui illustrent le panel d'actions possibles pour lutter contre l'artificialisation au sens large. Donc, le premier, c'était l'exemple d'une surélévation d'un groupe scolaire. Donc là, on est sur un projet de réhabilitation en site occupé avec surélévation. Donc, ce qui permet de limiter, de ne pas avoir d'emprise au sol supplémentaire et d'augmenter l'accueil. Donc là, c'était un groupe scolaire, d'augmenter le nombre de places sans détruire et tout en préservant l'existant et en densifiant. Donc là, relativement modérément, puisqu'on a juste 2 étages et demi, mais en densifiant légèrement en milieu urbain. On a également des exemples de projets. Donc là, c'est un projet qui, de prime abord, n'est pas forcément intéressant d'un point de vue artificialisation, puisque c'est dans une forêt. Mais pour autant, même lorsqu'on est sur certains projets artificialisés, on peut travailler à une réduction des surfaces au sol qui sont artificialisées. Et ici, sur cet exemple-là, donc de résidence senior, on avait eu un travail particulièrement intéressant avec une seule voie d'accès au site plutôt que d'en avoir plusieurs, donc un site relativement grand, une seule voirie qui était vraiment en bitume, tout le reste avec des revêtements drainants, avec un travail de la biodiversité, d'amélioration du site. Donc, ça reste un projet artificialisant, mais sur lequel on réduit d'une certaine manière le degré d'artificialisation. Le troisième exemple qu'on a sur la droite, c'est un exemple de data center, pareil, sur un site a priori, ou non, je crois que là, on était sur un site, déjà sur un site industriel, une friche industrielle, et on se situait en bordure d'un cours d'eau existant. Et là, l'action a plutôt été en phase travaux, de réfléchir à un ajustement du plan d'installation de chantier pour éviter les zones les plus sensibles et même faire une zone tampon avec le corridor écologique qui était à proximité directe du site. Donc, on peut travailler et avec également un travail des réductions des surfaces autorisées à la circulation pour limiter le tassement du sol
là où le projet ne serait pas, là où ne serait pas construit par la suite, et des zones de circulation qui sont en graves sur géotextile, pareil pour limiter le tassement de ces sols qui seront remis en surface naturelle à l'issue de la construction. Donc ça illustre un petit peu quelques éléments qu'on peut avoir en fonction de si on est en maîtrise d'ouvrage, juste en conception-réalisation, où on répond à un projet où on n'a pas toujours la latitude de sélectionner le site sur lequel on va travailler, ou même en zone travaux, lorsqu'on a juste les travaux, on a toujours possibilité de réfléchir à certains ajustements qui vont permettre de réduire, soit au niveau des continuités, soit au niveau des tassements, des choses comme ça. Il y a toujours des choses intéressantes à faire. Et pour terminer, là, c'est quelques exemples de solutions internes pour limiter à la fois l'artificialisation et ses effets. Donc, là, c'est le revêtement Drénoprène qui a été développé par FH Route, qui est un revêtement drainant à base de liant biosourcé issu de pois. Donc, c'est un revêtement qui n'est pas hydrocarboné, donc qui est particulièrement intéressant, mais qui va surtout permettre l'infiltration des eaux et donc limiter l'une des fonctions des sols, permettre l'infiltration, même si bien évidemment c'est pas un sol fonctionnel qui va permettre de restaurer la biodiversité, mais ça permet au moins de limiter ce facteur-là et de permettre la réinfiltration des eaux dans la nappe phréatique. Et sur la droite, vous pouvez voir l'offre Ecoasis, qui est aussi une offre interne de lutte contre les îlots de chaleur urbains, qui veut à la fois travailler sur le fameux revêtement drainant dont je parlais tout à l'heure, dans sa version claire pour permettre de limiter le réchauffement en milieu urbain, l'intégration de la gestion de l'eau notamment comme ressource pour l'arrosage des espaces verts, mais également pour permettre de limiter l'échauffement de la chaussée, la mise en place de végétation. Donc tous ces éléments, les solutions d'îlots de fraîcheur en général, c'est pas des solutions qui permettent de réduire l'artificialisation en tant que telle. Par contre, ça réduit les effets de l'artificialisation. Un des effets étant justement les îlots de chaleur en milieu urbain ou la perte de nature. Donc le fait de travailler ces îlots de fraîcheur et de rapporter des espaces verts en ville va être un moyen de pouvoir lutter contre ces éléments. Et c'est des choses qu'on essaye d'intégrer de plus en plus dans les propositions qu'on va faire aux collectivités ou même aux clients privés pour pouvoir lutter contre l'artificialisation au sens large. Merci beaucoup Marion pour toutes ces illustrations, et c'est vrai que l'engagement entreprise engagée pour la nature, ça permet quand même, on voit, ça pousse à structurer ces engagements, à impliquer le PDG, les équipes et à mettre en place une gouvernance de la biodiversité. Merci beaucoup Marion pour ce partage. On va enchaîner avec Jean-François Le Signe de RTE, donc pour nous présenter l'échelle d'artificialisation des sols qui a été conçue par le Club des infrastructures linéaires et de biodiversité et son utilisation à RTE. Donc Jean-François, tu es ingénieur Supélec, tu as commencé ta carrière en 1983 chez EDF à la direction production transport. Tu as rejoint RTE il y a 20 ans environ, d'abord à la production hydraulique dans les Alpes, puis comme directeur du groupe d'exploitation de transport du Languedoc-Roussillon. Depuis 2005, tu es attaché environnement à RTE, successivement en charge du système de management de l'environnement de RTE, puis conseiller de direction. Depuis cette date, tu es membre du Comité national avifaune qui œuvre à la protection des oiseaux autour des lignes électriques. Tu es également administrateur de la Fondation pour la recherche sur la biodiversité. Tu coordonnes le Club des infrastructures linéaires et de biodiversité et tu es membre du Conseil national de biodiversité. Jean-François, nous t'écoutons. Oui, bonjour à tous. Alors, donc le CILB, dont j'anime actuellement, c'est le Club des infrastructures linéaires et de la biodiversité. Il a été créé en 2008 et il regroupe 10 entreprises et on invite en permanence aussi le ministère des Transports parce qu'on travaille sur les infrastructures linéaires
et qu'on a décidé de travailler ensemble à la fois sur les questions de fragmentation et les questions de continuité écologique le long de nos infrastructures. L'idée de club, c'est de travailler ensemble sur des sujets qui nous concernent et sur des sujets de la biodiversité. Et forcément, on s'est intéressé à cette question de l'artificialisation. En particulier, à partir de 2018, quand le plan Hulot a matérialisé l'idée de converger vers le ZAN. Et du coup, on a travaillé ensemble sur cette question. Au CNB, il y a eu un groupe de travail sur l'artificialisation, donc ils nous ont aidés à approfondir ces questions. Et on a décidé collectivement qu'il fallait qu'on propose une façon de mesurer cette artificialisation, parce que ce qui tournait un peu dans les idées de ce qui a été dit au départ de espaces naturels, agricoles et forestiers ou non agricoles, naturels et forestiers, était une vision un peu simple sans doute et pas adaptée à faire progresser nos entreprises. Or, nous, l'objectif du CILB, c'est en permanence de voir comment faire progresser nos entreprises sur ces questions de la biodiversité, comment impliquer les salariés de l'entreprise. Et on avait rapidement vu que nous, nos emprises, elles ne seraient évidemment pas ENAF et que quoi qu'on fasse dans nos emprises, elles ne seraient pas ENAF a priori. Et donc, si on voulait pouvoir motiver nos collègues à mieux prendre en compte la biodiversité dans nos emprises, il fallait qu'on ait une échelle qui soit motivante et donc qui soit plus fine et qui regarde la biodiversité à la fois sous l'angle du fonctionnement des écosystèmes dans nos emprises et à la fois sur la fragmentation, parce que évidemment, les infrastructures linéaires, on le sait bien, ont un effet fragmentation. Et donc, toute la défragmentation participe également à la désartificialisation au sens de l'IPBES, qui est le changement d'usage des terres et des mers. Et donc, nous, on a eu une réflexion directement sur ces questions avec cette lecture IPBES et biodiversité. Alors, je vais aller quand même rapidement, hein, puisque le temps passe, donc je ne vais pas entrer dans tous les détails. Et donc, je propose qu'on vous montre maintenant directement la grille auquel on a abouti. L'idée, c'était d'avoir une grille qui soit utilisable par tous les salariés de l'entreprise. L'idée, c'est que quand ils sont eux-mêmes responsables d'un bâtiment avec ses espaces verts, qu'ils soient responsables pour moi à RTE, donc réseau de transport d'électricité, je ne l'ai pas dit, donc on est en charge du réseau électrique. Donc on a des postes et puis des lignes électriques. Dans nos postes, on a plusieurs hectares, on verra des photos tout à l'heure, mais qui sont donc à notre main en termes d'entretien et de mise en place, hein, puisqu'on est aussi ceux qui faisons l'ingénierie de ces postes et qui les construisons. Et on a voulu que toutes ces personnes qui construisent des installations, qui les entretiennent, et qui donc ont la main sur le détail de ces installations, puissent eux-mêmes évaluer l'artificialisation des espaces dont ils sont responsables. Et donc, il n'était pas question de passer par des écologues qui viendraient faire des inventaires ou ainsi de suite. Il fallait absolument, c'était ça le parti pris du CILB, que tous nos collègues, quelle que soit leur connaissance en matière de biodiversité, puissent se retrouver dans cette grille. Du coup, vous voyez très bien qu'en fonction des définitions qu'on a pu donner dans la colonne de gauche, on a une colonne de droite qui donne des exemples où on voit tout de suite bâtiment, parking. Vous voyez bien qu'il n'y a pas besoin d'être un grand connaisseur en biodiversité pour s'y retrouver. Après, on verra espace vert, entretien standard. Alors là, ça peut être un peu expliqué, mais enfin, ce qu'on appelle un entretien standard, c'est quand on passe la tondeuse toutes les 3 semaines pour éviter que l'herbe déborde de la bordure. Voilà. Et par contre, on a des entretiens plus naturels qui pourraient être un fauchage tardif. Et chaque fois qu'on progresse sur la qualité de l'écosystème, on monte dans l'échelle en matière de naturalité, parce qu'on a voulu donner 0 à un espace très artificiel, une dalle de béton, et on a donné 6 pour le Graal, un espace naturel pas clôturé. Voilà. Et puis après, on a comme ça réparti tous les types d'espaces qu'on pouvait rencontrer dans nos installations.
on a voulu aussi donner une capacité de globaliser ces espaces. Donc ça, c'était un petit risque parce qu'évidemment, on n'a pas forcément encore tous les éléments pour pouvoir le faire, mais on s'est quand même basé sur un indicateur qui a été présenté précédemment et qui existe déjà, qui a été proposé par l'ADEME pour les PLU, le CBS. Et donc, le CBS, en fait, on l'a repris exactement finalement dans notre échelle, sauf que ça s'arrête au numéro 0,5. Parce que le CBS, il ne fait pas tellement la distinction entre clôture, pas de clôture, les modalités de gestion, est-ce qu'on a une gestion intensive ou est-ce qu'on a au contraire une gestion assez légère de l'espace. Et nous, on a voulu faire cette différence parce qu'on est tout à fait concerné par ces aspects-là et c'est pour ça que finalement, le CBS correspond aux 4 premiers niveaux, on va dire. Et puis après, nous, on a inventé la suite pour pouvoir correspondre à nos besoins. Finalement, bon, ce que je peux vous montrer, c'est quelques photos là, à suivre qui représentent un peu des espaces typiques. Bon, alors là, c'était à usage RTE, donc c'est des installations RTE, mais je pense qu'elles n'ont rien de très spécifique, en tous les cas, dans les espaces industriels. Donc, vous avez un bâtiment un peu ancien, mais avec quand même quelques espaces verts. Vous avez des bâtiments à droite avec des espaces encore plus minéralisés. Et donc, vous voyez que le technicien qui va être en charge de ces bâtiments, il va être assez capable de dire dans quel niveau le bâtiment 0A, 0B. Oui, je ne l'ai pas dit, mais il y a une grille avec une échelle et une sous-échelle pour pouvoir aller plus dans le détail pour ceux qui le souhaitent. Avec les espaces qui sont jardinés, les espaces gravillonnés. Donc, il y a encore quelques photos qui présentent des espaces plus industriels de nos postes. Donc, c'est la photo d'après. Donc, vous voyez là, typiquement, 2 types de postes. Un poste, on va dire traditionnel, hein, puisque pendant des années, la méthode, c'était de mettre des cailloux et de mettre des herbicides pour empêcher l'herbe de pousser dans la partie industrielle. Et puis, finalement, comme tout se passe dans l'air, hein, toute l'électricité, c'est dans la partie là, à 6 ou 8 mètres du sol. Sur le sol, on peut très bien finalement avoir de l'herbe. Et donc, on est parti dans une stratégie zéro phyto à RTE pour petit à petit végétaliser tous nos postes. Ça représente quand même 2900 hectares à peu près, qui sont aujourd'hui entretenus avec du glyphosate pour la majorité ou d'autres produits herbicides. Donc, l'idée, c'est de sortir de ça et de passer à des espaces verts. Et puis, sur la photo d'après, vous verrez qu'il peut y avoir en fait 2 façons de faire. Soit la tonte, telle que vous l'avez vu sous les jeux de bar, mais à côté des appareils électriques, on a aussi des espaces à l'intérieur de nos clôtures qui peuvent être laissés en libre. On ne peut pas avoir des ligneux, on ne peut pas avoir des arbres dans nos postes, mais par contre, on peut avoir des prairies tout à fait sympathiques, comme vous voyez cette prairie jaune là qui est là. Et puis, il y a les parties à l'extérieur qui sont encore un peu mieux parce que c'est à peu près la même chose, c'est très libre et il n'y a pas de clôture. Bon, par contre, c'est nous qui l'avons planté. Il y a eu des remaniements de terre puisqu'il y a eu des merlons mis en place quand on a nivelé le sol. Donc, en fait, on n'est pas au niveau 6. Ça ne reviendra pas un terrain naturel pour nous parce que le sol a été remanié par nos travaux. Voilà un peu les types d'exemples. Alors après, comment on l'utilise à RTE? Il y a plusieurs usages. Il y a d'abord à l'usage au niveau du projet. Quand on crée un nouveau poste ou qu'on crée un nouveau bâtiment, eh bien, le chef de projet, dans la partie, j'allais dire, dans la partie conception. Dans la partie conception, il va pouvoir examiner différents types de projets et puis calculer quel est son coefficient de naturalité ou son coefficient d'artificialisation qui est le complémentaire par rapport à son projet. Donc là, je vais vous donner un exemple. Hein, on voit les surfaces de pelouse. Alors, on voit les surfaces goudronnées, les surfaces en cailloux, les surfaces en fauche tardive. À chaque fois, on prend le coefficient de la grille CILB, on multiplie par la surface, et puis après, on trouve finalement un équivalent artificiel ou un équivalent naturel en fonction de ce qu'on a envie de regarder. Donc, ça permet de comparer différents projets avec plus ou moins de naturalité ou plus ou moins d'artificialisation. La deuxième usage qu'on a prévu, c'est d'en faire en fait un outil de communication externe à travers notre rapport annuel d'entreprise pour pouvoir communiquer sur la façon dont on traite les sols dont on est propriétaire à RTE. Ça fait partie des rubriques, le sol sur lequel on doit communiquer. Je me souviens que le livre blanc doré, il y a quelques années, disait que les sols étaient une des rubriques les moins bien renseignées par les entreprises.
Je pense qu'on pourrait peut-être dire encore la même chose aujourd'hui, donc 5 ans après, parce que je crois que ce livre blanc, c'était 2017. Mais là, on vient d'outiller un peu les entreprises, ou en tous les cas nos entreprises du CILB, pour pouvoir répondre à la question et pour pouvoir dire dans cette grille, dans cette nomenclature, les surfaces dont on est propriétaire et comment on les traite. Et puis évidemment, d'une année à l'autre, on va pouvoir voir comment ça évolue, quelles sont les rubriques qui s'améliorent, quelles sont les rubriques éventuellement qui se détériorent quand on fait des nouvelles constructions. On pourra regarder si notre coefficient global au niveau de l'entreprise de naturalité ou d'artificialisation, comment il évolue. Et donc, il pourrait y avoir du coup un pilotage des opérations de désartificialisation. Je vous disais tout à l'heure qu'on avait une politique technique qui s'appelle, enfin, pour nous, le zéro phyto, qui est de supprimer le phyto RTE. Au fur et à mesure que nos postes passent de cailloux avec glyphosate à zone RB ou même zone de libre évolution, eh bien, on gagne quelques marches dans cette grille d'artificialisation. Et donc, on voit qu'on va pouvoir progresser. On va pouvoir donc se donner des trajectoires de désartificialisation en utilisant cet outil de mesure. Alors, ce que je dois préciser, c'est que quand on l'a fait à RTE, notre comité environnement a demandé à ce qu'on commence en tous les cas en utilisant les données disponibles dans l'entreprise. C'est-à-dire qu'en fait, on a aujourd'hui beaucoup de bases de données et il était dans un premier temps pas question de créer encore des nouvelles données. Donc, on a voulu partir de ce qu'on connaissait, de ce qu'on avait. Et donc, c'est le travail en cours de consolider ces différentes bases de données parce qu'il y en a plusieurs. Évidemment, jamais rien n'est simple. Et l'idée, c'est de faire converger ces bases pour pouvoir remplir ces affaires. Donc, quand je vous dis on a 2900 hectares de postes, c'est déjà une donnée. Et après, ces données, on peut aussi les regarder à l'échelle nationale, à l'échelle régionale, à l'échelle locale ou même très, très locale, en fonction des responsabilités de la hiérarchie de l'entreprise. Donc là, il y a vraiment un grand potentiel de sensibilisation des salariés et puis de piloter des plans de désartificialisation ou des plans de limitation de l'artificialisation au fur et à mesure qu'on est quand même obligé de développer notre réseau. Voilà, donc j'ai été peut-être un peu rapide, mais je voulais juste préciser, parce que j'ai oublié de le dire, mais que le CILB a développé également une échelle pour l'artificialisation des masses d'eau. Parce que dans notre esprit, il y a plusieurs types de territoires. Donc là, c'était plutôt urbain et industriel. Mais évidemment, au CILB, vous avez vu qu'il y avait VNF, qu'il y a EDF Hydraulique. Donc, en fait, les problèmes de barrage, de masse d'eau est aussi important. Et on a regardé l'artificialisation des masses d'eau. Ce qui manquerait dans nos échelles, c'est une échelle des milieux agricoles et une échelle des milieux forestiers, parce qu'on a aussi quelques propriétés de ce type qui aujourd'hui n'entrent pas bien dans cette nomenclature. Donc, le travail, il est aussi à poursuivre. Voilà. Merci beaucoup Jean-François pour cette présentation de l'échelle de l'artificialisation des milieux terrestres. C'est vrai que nous tenions à ce que tu présentes parce qu'elle est accessible, on voit pour des salariés et elle est très opérationnelle. Donc, merci beaucoup Jean-François. Je crois qu'on a une question, Lisa. Oui, tout à fait. On a un message de Sylvie Gillet qui d'abord remercie Jean-François pour ce partage et qui demande: est-ce que les 6 niveaux présentés sont cohérents avec les 8 types de surfaces définis dans l'annexe de l'article R101-1 du Code de l'urbanisme? Alors, il n'y a pas d'incompatibilité. Il y a un certain nombre de rubriques qu'on retrouve. En particulier, les premières rubriques de la nomenclature du décret sont assez cohérentes avec les premières nomenclatures du CILB. Par contre, quand il y a un moment, il y a eu une barre pour tous les milieux de pleine terre en herbe qui étaient considérés comme artificiels. Nous, on n'est pas entré pour dire si c'est artificiel, parce que nous, on a abandonné le 0,1. Donc, pour nous, évidemment, de l'herbe, c'est moins artificiel que du béton. Mais c'est vrai que quand il n'y a pas de clôture et qu'on a de l'herbe qui est tondue une fois par an pour éviter les ligneux, c'est encore mieux que de l'herbe tondue tous les jours. Donc, en fait, ce que je pourrais dire, c'est que ce n'est pas du tout contradictoire. On retrouve effectivement une échelle qui se ressemble. Donc, on n'aurait pas de difficulté à rentrer dans cette nomenclature. Par contre, elle reste moins fine que la nôtre. C'est-à-dire que les aspects de clôture qui est importante, à mon avis, du point de vue de la biodiversité et du changement d'usage des terres, ou des
des mers d'ailleurs, mais enfin c'est surtout en l'occurrence des terres et puis des rivières, on va dire, que tout cet aspect fragmentation, il n'est pas tellement vu, mais ce n'était peut-être pas l'objectif non plus du décret, mais nous, en tous les cas, comme nous, ce qui nous a intéressé, c'est la biodiversité et c'est la vision IPBES qu'on a pris comme référence, ces éléments-là étaient importants. Donc ça, ce n'est pas vu dans cette échelle-là. Donc finalement, il y a une rubrique que nous, on a dû diviser en 3 ou 4 rubriques encore derrière. Voilà. Et par contre, ce qui est ennuyeux dans des échelles qui ne font pas trop de différence, c'est que ça empêche le progrès, parce que sans ça, il est vrai que quand on est dans des milieux quand même très anthropisés, on ne peut pas tout faire non plus, on ne peut pas les rendre complètement naturels, c'est ce que je disais tout à l'heure. Par contre, ce n'est pas une raison pour ne rien faire. Or, ces échelles qui sont un peu à trop grande vision, finalement, quand on est mauvais, on reste mauvais. Et à la limite, quand il y a des gens qui ont été mis dans bon alors qu'ils ne sont pas si terribles, parce que je pense au grand champ de maïs qui fait 150 hectares et qui est considéré comme bon pour l'artificialisation, on sait bien que ce n'est pas si génial. On nous dit que quand on reste la forêt amazonienne pour faire des champs de soja, c'est une forme d'artificialisation. Or, l'indicateur ENAF, il considère tout ça de la même façon. Donc, honnêtement, la forêt amazonienne, elle reste ENAF, même quand c'est un champ de soja. Donc, c'est pour montrer que cet indicateur, il est quand même très limité pour la biodiversité et qu'il faut absolument avoir une vision beaucoup plus fine de tous ces milieux si on veut que les acteurs prennent conscience des problèmes et après agissent pour améliorer leurs espaces dont ils sont responsables. Merci Jean-François. On voit ta conviction sur le sujet. Donc, on a vu l'import. Alors, Bernard, j'ai vu qu'il y avait une question, mais on la prendra tout à l'heure. Du coup, on a vu l'importance de l'implication des entreprises, des dirigeants, des salariés, mais on a quand même voulu illustrer l'importance de l'implication des collectivités. Et on a la chance d'avoir avec nous Patrick Barbier, maire de Muntelschotz. Désolée, je ne suis pas hyper au point sur la prononciation. Il faut le prononcer en français, Muttersolz. Voilà. J'ai essayé de m'entraîner, mais je savais que je buterais là-dessus. Vous êtes extrêmement engagé depuis de nombreuses années, comme nous allons le voir. Donc, Patrick, vous êtes maire. Votre commune a été capitale de la biodiversité en 2017. Vous êtes vice-président transition énergétique et mobilité de la communauté de communes de Célestat. Vous êtes également président du pôle d'équilibre territorial et rural de l'Alsace centrale et ancien président de la Fédération Alsace Nature. Patrick, est-ce que vous pourriez nous présenter comment vous gérez dans votre commune depuis plus de 10 ans déjà le sujet de l'artificialisation des sols, car chez vous, le zéro artificialisation nette est déjà une réalité. Voilà, bonjour à toutes et à tous. Très heureux d'être avec vous et pouvoir présenter les efforts qu'on fait dans le domaine. Alors oui, c'est vrai, nous, on fait du zéro artificialisation nette comme M. Jourdain, sans le savoir, depuis bientôt une quinzaine d'années. On l'a notamment mis en œuvre dans le cadre de la révision de notre plan d'occupation des sols, donc la mise en place d'un plan local d'urbanisme. On a décidé de tirer un trait derrière les dernières maisons et de ne plus dépasser ce trait. Dorénavant. Et vous allez le voir, on va l'illustrer tout de suite par des diapositives, qu'il n'en a pas toujours été ainsi. Alors, vous voyez, là, c'est une étude qu'avait fait une étudiante architecte sur l'étalement urbain, vous voyez, depuis le XVIIIe siècle. Hein, vous voyez le village historique et vous le voyez juste à la fin du XXe siècle. Vous vous rendez compte qu'on a triplé, voire quadruplé de surface. Vous pouvez tout de suite passer à la diapo suivante. Voilà, là, vous voyez encore quelque chose de plus précis. C'est l'agence d'urbanisme de Strasbourg qui avait fait cette étude-là, le centre historique, et puis tous les lotissements, parce que l'étalement urbain s'est fait à partir de l'après-Deuxième Guerre mondiale. Hein, ça a été le grand rêve de la petite maison dans la prairie. Et donc, vous voyez les différents étalements urbains. On en a à peu près tous les 10 ans.
On n'a pas colorié là les zones d'activité, mais vous les voyez au sud, hein, au bas de la carte, vous avez les 2 zones d'activité qui en fait c'est un peu la même chose, c'est du lotissement d'entreprise. D'ailleurs, fait souvent un peu sur le même schéma. Alors, ce n'est pas la maison dans la prairie, là, c'est le hall dans la prairie, mais on a beaucoup d'espaces qui ne sont pas utilisés aussi dans ce genre de zone. Et donc, vous voyez, alors moi, j'aime bien l'exprimer de cette manière-là. En 2 générations, on va considérer peut-être 3 générations depuis la Deuxième Guerre mondiale, on a à Muttersels consommé 2 à 3 fois plus d'espace pour l'urbanisme que pendant tout le reste de l'histoire de l'humanité. Et quand on dit ça, c'est assez impressionnant. Alors, sachant que Muttersels, on n'est pas du tout isolé, hein, on est donc, vous l'avez vu, on est un village alsacien dans la plaine du Rhin. Tous les autres villages autour de nous sont dans la même dynamique d'étalement urbain. C'est facile, quand on prend des photos aériennes un peu plus larges, de voir que si on continue comme ça, dans 2 générations, on forme une grande conurbation californienne. Et la question, c'est pas seulement la biodiversité, c'est aussi effectivement l'agriculture. Alors, je suis bien d'accord que dans un champ de maïs, il y a une diversité nettement moindre que dans une forêt de la plaine rhénane. Mais ceci dit, le champ de maïs, il sert quand même à nourrir la population. Et souvent, l'étalement urbain qui se fait au détriment des champs entourant un village, on se rend compte quand on fait les bilans que ce n'est pas tellement l'espace agricole qui a diminué, mais c'est l'espace naturel qui, lui, par effet de translation, hein, l'agriculteur, lui, il essaye de récupérer des terrains à cultiver et donc il récupère des prairies, par exemple, voire des forêts quand elles obtiennent des autorisations de défrichement. Voilà, donc ça, c'est le contexte qui nous a conduit à essayer d'arrêter ça. Alors, essayer, oui, avec le PLU, aujourd'hui, on est vraiment dans le zéro artificialisation nette. Alors, nonobstant les questions d'encreuse, hein, on va le voir peut-être sur la diapo suivante, que le zéro artificialisation nette, pour nous, ça ne veut pas dire l'arrêt du développement urbain de la commune. Quand on a fait le PLU, le chargé de mission PLU nous a révélé qu'il y avait 8% de logements vacants dans le village. On est un village très attractif, hein. On n'est pas loin des axes de transport, on a du bus cadencé, on a une petite ville qui est à 7 km, on est capitale française de la biodiversité, ça rend le village attractif. Et pourtant, on a des logements vacants. 8%, en fait, c'est une moyenne. Nous, on avait eu du mal à le croire, hein, quand notre chargé de mission nous a dit ça. Donc, on a fait une petite tournée. Là, c'est les photos où on a constaté qu'effectivement, on avait, alors pas seulement des vieilles maisons, pas seulement, comme en bas à droite, un ancien atelier de tissage, en bas à gauche, une ancienne grange agricole qui n'est plus une grange agricole. Les derniers agriculteurs qui restent dans le village, il y en a encore 4. Ils ont tous fait des sorties d'exploitation. D'ailleurs, ils ont aussi, par ce biais-là, participé à l'étalement urbain. Vous voyez en bas au milieu une maison de lotissement plus habitée depuis une dizaine d'années. Et voilà, on s'est demandé, on s'est dit que c'était probablement la priorité de d'abord faire sortir de la vacance toutes ces maisons. Alors, je ne sais pas si je vais avoir le temps de vous expliquer comment on a fait. Je ne vais peut-être pas l'expliquer là. Je vais simplement vous dire que ça marche au-delà de toutes nos espérances, qu'aujourd'hui, on a une quinzaine de chantiers en cours. Certains sont terminés, qui réhabilitent. On est bientôt à 25 logements. Là, donc, en 4-5 ans,
On a fait un lotissement en termes de potentiel d'habitation sans étalement urbain, puisqu'on a utilisé uniquement des bâtiments existants. Vous voyez, la pharmacie, il y avait 2 logements vacants en haut, elle est finie. Là, il y a maintenant deux familles qui y habitent. Des maisons alsaciennes qui se transforment très bien, hein, de manière avec des grands espaces type loft. Là, vous le voyez en bas. En bas à droite, c'est une ancienne grange agricole transformée en 3 logements en duplex. Vous voyez aussi au milieu un bâtiment qui n'était pas récupérable, qui a été démoli, et aujourd'hui, il y a un projet urbain pas loin du cœur du cœur du village. Voilà, donc première solution pour continuer à développer un village. Alors nous démographiquement, alors oui, j'aurais dû le dire tout de suite, cet étalement urbain que je vous ai montré tout à l'heure, l'origine n'est pas du tout la démographie. Muttersholtz, ça avait 2450 habitants au 19e siècle. Là, à la fin du 20e, on en avait 1600. Donc, vous voyez, on a triplé la surface bâtie, mais on a diminué assez substantiellement la population. Alors, depuis la fin du XXe siècle, on a à nouveau une forte attractivité résidentielle. Là, on est actuellement à 2200, et on va, d'après les projections, encore dans les 10 prochaines années, prendre 200 à 300 habitants, qu'on fait le pari d'accueillir sans aucun étalement urbain. Donc, premier objectif, c'est sortir les logements vacants de la vacance. Ensuite, on peut passer à la diapo suivante. Je crois que j'avais mis… Ah non, je n'avais pas mis une photo aérienne, mais peu importe. Vous l'avez derrière moi. Vous avez une photo aérienne. Vous devinez qu'il y a beaucoup de dents creuses dans le village. Alors, certaines sont qualitatives du point de vue de la biodiversité, c'est des vergers, donc ça ne va pas être la priorité de les transformer en quartier d'habitation, mais il y a aussi des champs de maïs en plein milieu du village. Pour la biodiversité, ce ne sera pas une grande perte de les transformer en quartier de qualité, en urbanisme de quartier. Alors, c'est de qualité, c'est pour nous aussi le mot-clé, hein, c'est de passer des lotissements pour lesquels on ne peut pas trop parler d'urbanisme. Hein. C'est souvent d'ailleurs des géomètres qui dessinent les lotissements. On parle de tablettes de chocolat. Aujourd'hui, tous les quartiers les petits quartiers qu'on va faire vont se baser sur du travail urbanistique. Hein. On l'a entamé déjà. On va beaucoup s'inspirer de ce qui se fait en Allemagne. Pas forcément donc du logement collectif, mais ce qu'on appelle le logement intermédiaire, c'est-à-dire que chacun aura encore sa porte d'entrée, aura son petit rez de jardin, mais sur 2 ou 3 niveaux. On peut faire des choses très qualitatives avec une densité assez forte. Peut-être aussi en matière d'urbanisme, ça a été évoqué par les autres intervenants, c'est la politique de désimperméabilisation des sols. Dans des villages comme le nôtre, il y a énormément de surfaces qui sont macadamisées, pas seulement pour les routes et les rues, mais aussi pour les parkings des voitures. Et là, je crois qu'il y a un gros effort à faire. La voiture individuelle prend beaucoup de place dans un village. Hein. On a souvent des familles qui ont 2, 3, 4, 5 voitures qui occupent l'espace public et qui donc obligent à une imperméabilisation des sols. Là, dans les futurs quartiers qu'on envisage, on envisage assez fortement de faire des essais. Alors, on ne peut pas enterrer les parkings chez nous, il y a la nappe phréatique tout de suite en dessus, mais de faire du parking en silo en Suisse, c'est assez fréquent. Alors, ça a des coûts, évidemment, mais voilà, c'est peut-être le prix aussi du non-étalement urbain.
Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. S'il y a des questions tout à l'heure, je peux donner des indications sur comment on arrive à faire sortir de la vacance. Nous, on a vraiment trouvé les clés. Il y a deux, trois clés qui permettent de faire bouger les choses. En tout cas, vous avez compris que chez nous, la vacance, ce n'est pas lié à l'absence de demande, hein. C'est lié à la non-volonté du propriétaire de remettre son bien sur le marché une fois qu'il est vacant. Et pour ça, il y a des outils pour faire bouger les choses. Voilà. Merci beaucoup, Patrick. Je pense qu'on reviendra sur le sujet des logements vacants par la suite. Mais déjà, Lisa, on a une question. On a une question de Raphaël Kunkuarno qui vous demande: bénéficiez-vous de l'intervention d'un EPF sur votre commune pour l'élaboration d'une stratégie foncière ou pour des interventions opérationnelles? Absolument. Récemment, on a adhéré par le biais de notre communauté de communes à l'établissement public foncier et on en fait un usage assez intensif parce que quand je parlais tout à l'heure d'urbanisme de qualité, on n'a pas de très bonnes expériences avec les aménageurs privés et donc notre tendance là maintenant c'est de faire nous-mêmes hein, avec bien sûr des experts, avec le conseil d'architecture et d'urbanisme, on a une ingénierie territoriale aussi, mais l'idée c'est de maîtriser le foncier pour pouvoir faire des choses qualitatives qui ne soient pas dictées que par la rentabilité foncière. Merci Patrick pour ce témoignage et votre engagement. Alors, pour terminer cette table ronde, nous avons le plaisir d'accueillir Emmanuel Delannoy, qui est expert en modèle économique inspiré du vivant. Emmanuel, tu es diplômé de l'INSEC Paris et du Master Management de l'innovation et de la qualité et de l'environnement à Centrale Marseille. Tu as créé en 2008 l'Institut Inspire pour animer et expérimenter une réflexion stratégique sur les modèles économiques innovants, le biomimétisme et la biodiversité. Tu as également contribué à la création de l'Agence française pour la biodiversité. Tu es l'auteur de Permaéconomie, réconcilier économie et écologie, publié aux éditions Wild Project en 2016. Et dans cet ouvrage, tu t'inspires des principes de permaculture pour développer des systèmes économiques plus prospères. Tu es également l'auteur de Biomimétique, publié aux éditions Rue de l'Échiquier en 2021. Et dans cet essai, tu explores la possibilité d'un nouveau rapport au vivant via le prisme du biomimétisme. Aujourd'hui, tu es associé fondateur Kikaya et co-directeur de culture permanente. Tu accompagnes les entreprises et les territoires dans leur mise en œuvre de modèles de développement et de modèles économiques innovants qui sont respectueux de l'humain et du vivant. Emmanuel, peux-tu nous partager ta vision de la libre évolution du vivant? Bon. En attendant, vous pouvez réfléchir à toutes les questions que vous pourrez poser à nos intervenants après les interventions. On laisse encore 1 minute à Emmanuel, peut-être pour trouver une place. Ok. Ou alors, Patrick, en quelques mots, quelles sont vos solutions pour lutter contre le logement vacant? Il y a trois axes. Le bâton, la carotte et la carotte dans la concertation, quoi. Alors, le bâton, c'est la taxe sur les taxes sur le logement vacant. La taxe sur le logement vacant, en fait, c'est une taxe d'habitation pour un logement dans lequel personne n'habite. Ensuite, c'est réunir les propriétaires pour comprendre pourquoi ils laissent leur logement vacant.
quand vous taxez, ils viennent tous. Hein. La première réunion, ils viennent tous pour vous engueuler. Hein. Bien sûr, c'est jamais très populaire hein, de mettre en place une taxe. La taxe, elle sert surtout de titillage. Hein. Elle permet aux propriétaires de se poser la question, est-ce que je vais continuer à payer 300, 400, 500, 600 euros chaque année pour rien? Donc, ils viennent et c'est là qu'on leur a proposé de mettre en place une stratégie avec eux pour les aider à sortir de la vacance. Donc là, c'est un travail de dialogue citoyen. Et en gros, ce qui en est ressorti, c'est le besoin, parce que des financements, il y en a. Notamment quand on rénove son bien pour le louer, il y a des aides assez fortes de l'Agence nationale de l'habitat, du département, en tout cas chez nous, mais je pense que c'est le cas à peu près partout. Nous, on met au bout le produit de la taxe. La commune, donc, on affecte le produit de la taxe à des aides de rénovation. À condition, bien sûr, mais c'est le cas de l'ANA, c'est le cas du département aussi, que les rénovations soient de haut niveau énergétique, hein, qu'on fasse d'une pierre aussi plusieurs coups. Non seulement, c'est des maisons qui sont à nouveau habitées, mais qui utilisent très peu d'énergie. On va de plus en plus vers des normes tout à fait passives. Le constat qu'on a fait, c'est qu'il y a une raison de la vacance chez nous, c'est la procrastination. On a pas mal de propriétaires qui, en fait, reportent au lendemain. Souvent, c'est la maison des parents qui sont décédés ou qui sont partis à l'EHPAD, dont on se dit que bon, bah, on verra l'année prochaine, puis on verra dans 2 ans et dans 3 ans. Et au bout de 10 ans, on n'a toujours rien fait. Alors, des fois, c'est aussi parce que c'est complexe, hein, un projet de rénovation, mais là, on peut accompagner, et donc la commune, avec des experts qui nous entourent, on accompagne les propriétaires. Et le dernier levier aussi, c'est l'effet, moi j'appelle ça l'effet mouton. On est tous un peu comme ça, on fait ce que fait le voisin. Et donc, quand on voit le voisin rénover sa maison, la louer ou en faire un gîte touristique ou la revendre, hein, le fait de simplement vendre sa maison pour que d'autres la retapent, c'est aussi une bonne chose du point de vue de la sortie de vacances, quoi. Voilà, donc il y a un effet d'entraînement et en ce moment, on est vraiment clairement dans cette dynamique. Il y a des chantiers un peu partout et les propriétaires viennent nous voir en nous disant bah, finalement, ça les intéresse de faire un projet, comment on peut les aider, etc. On les met en contact avec les experts et c'est parti. Ok. Bon, on va trouver un compromis. Bon, je vais essayer d'être très synthétique. De toute façon, pas forcément tout dérouler, hein, le contenu. On peut passer à la diapositive suivante. Bon, allez, on va dire 3 ou 4 messages clés que je voudrais proposer. Donc, si tu peux passer la suivante. Voilà, la première, c'est simplement en remontrant ça, hein, cet arbre phylogénique du vivant aujourd'hui. Si on part du centre, donc on est à peu près 4 milliards d'années, l'apparition de la vie avec l'ancêtre commun, et qu'on va vers la périphérie, on a en fait une tendance de fond qui est de fabriquer de la diversité. Et finalement, la notion de diversité et de vivant, de biodiversité, on est bien sur quelque chose qui est consubstantiel, c'est-à-dire que le vivant n'existe pas et finalement ne sent diversité et ne sait pas faire autre chose que faire de la diversité. Là-dessus est arrivé l'éléphant dans le magasin de porcelaine, donc on peut passer à la suivante, avec effectivement Homo sapiens et ses activités qui, lui, fait quasiment l'inverse, c'est-à-dire que cherche à spécialiser l'ensemble des espaces, l'ensemble des surfaces, avec les espaces agricoles, avec les activités industrielles, les activités commerciales, etc. Et ce faisant, finalement, dans un souci certainement de rendement, d'optimisation, en vient à simplifier le système vivant et donc à réduire son potentiel de diversité. Il y a une tendance lourde qui est vraiment à la standardisation, à la normalisation, à l'homogénéisation des surfaces, en même temps qu'on a, et c'est paradoxal, une spécialisation des fonctions qui sont allouées à ces surfaces et à ces espaces. Et tout l'enjeu est de reconnaître aujourd'hui, en fait, et ça a été évoqué en introduction tout à l'heure, la dépendance radicale, finalement, vis-à-vis des services rendus par la nature et de l'ensemble des fonctionnalités écologiques. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, nous sommes, même si on fait ce constat de cette dépendance, nous sommes incapables de dire de quelle biodiversité nous dépendons
et donc de faire des choix draconiens. Alors évidemment, d'un point de vue éthique, de toute façon, ça n'est pas possible, mais de dire on fait le choix de préserver telle ou telle partie de la biodiversité parce que c'est celle qui nous est utile, déjà c'est éthiquement douteux, mais en plus ça n'est pas faisable techniquement. Mais avec les changements en cours, qui sont des changements extrêmement rapides finalement et assez brutaux et de grande ampleur, la question c'est de dire, mais finalement, d'ici 25 à 30 ans, de quelle biodiversité, de quelle fonctionnalité écologique nous aurons le plus besoin. Évidemment, nous sommes encore plus dans le brouillard par rapport à cet impératif. Je peux en rester sur ces deux diapositives-là et ne pas commenter les autres. Et donc simplement, le message, il est de dire aujourd'hui, il y a un nouveau mode d'interaction à préserver, et c'est cette notion finalement d'évo-compatibilité, c'est-à-dire il ne s'agit pas simplement d'éco-concevoir des produits, des programmes immobiliers, de l'aménagement urbain pour en limiter l'impact écologique. Il ne s'agit pas simplement non plus de préserver les fonctionnalités écologiques telles qu'elles sont aujourd'hui. Il s'agit finalement de préserver les potentialités évolutives dans l'idée de dire la biodiversité de demain, nous ne savons pas ce qu'elle sera, nous ne savons pas comment nous allons interagir avec elle, mais surtout il faut qu'elle soit possible. Et donc la laisser possible, c'est la laisser advenir tout simplement, de manière à ce qu'on puisse effectivement, en dehors de toute tentative de maîtrise, peut-être retrouver un nouveau mode d'interaction qui va se construire progressivement. Ce que je disais tout à l'heure, on m'entendait très mal, c'est que on entend aujourd'hui beaucoup les concepts de renaturation ou de réensauvagement qui sont un peu des oxymores. Hein, finalement, ça voudrait dire intervenir de façon volontaire pour guider une renaturation, ce qui est complètement paradoxal comme concept. Et c'est pour ça que ce que je suis en train de dire, c'est qu'il y a un cadre éthique qui serait de laisser un champ possible pour une évolution spontanée, un foisonnement du vivant dans la direction qu'il lui conviendra de prendre. Et à nous, c'était l'image du surfeur, d'inventer des techniques qui nous permettront de profiter de cette dynamique du vivant, d'en tirer parti, mais sans chercher à la contrôler. Et donc c'est ça, cette notion d'évo-compatibilité. Mais toute la question, c'est que le cadre de référence n'existe pas. En dehors d'une réflexion éthique, on n'a pas aujourd'hui les outils opérationnels pour le faire, donc ils sont à inventer. Et la préservation de fonctionnalités écologiques et de dynamique évolutive au sein même des espaces urbains, c'est un des défis du ZAN aussi. Il y a effectivement cette première étape qui est sans doute de restaurer des fonctionnalités et des continuités écologiques, et la deuxième étape qui est de se dire, OK, maintenant, comment on fait pour accompagner cette évolution, cette libre évolution, sans forcément vouloir la guider, parce qu'on aurait, de manière un petit peu prétentieuse, de meilleures idées que celles que la biodiversité pourrait spontanément avoir. Voilà, je ne sais pas si j'ai été très clair, j'imagine qu'on ne m'entend pas forcément très très bien non plus. Donc, je propose d'en rester là, malheureusement, et peut-être de laisser la parole pour les interventions suivantes. Alors, en fait, là, moi, je t'entends très bien maintenant. Donc, tu as encore du temps, si tu veux nous partager ton inspiration. Donc là, on t'entend très bien. C'est très mystérieux, tout ça. Ben, voilà. C'est la libre évolution de la bande passante. C'est ça. Bon. Alors, on va en profiter, on va en tirer parti. Tout à l'heure, vous avez vu une diapositive passer très rapidement qui vous montrait tout un tas de bestioles qui nagent dans un océan cambrien, donc à un moment qui se situe entre, alors je ne sais plus de mémoire exacte, mais moins 500 millions d'années, quelque chose comme ça, 560 peut-être. La petite idée, et c'était l'exercice de pensée auquel nous invite Baptiste Morisot dans un de ses ouvrages, je crois que c'est Manière d'être vivant, c'est de dire, mais imaginons que nous soyons un observateur dans cet océan et que nous ayons la possibilité de sélectionner quelques espèces parmi celles qui sont là, lesquelles on va garder. Peut-être qu'on gardera les plus fortes, les mieux armées, celles qui ont des dents, des griffes, des piquants, des carapaces et des armures. Et puis peut-être qu'on aurait éliminé, sans le vouloir, un petit être assez fragile, de 4 cm de long, qui ne paye pas de mine, comme ça, qui nage dans l'océan, qui s'appelait Picaya, ça va vous rappeler quelque chose, et qui se trouve être l'ancêtre commun de l'ensemble des vertébrés. C'est toute l'idée, en fait, de dire qu'une espèce, elle n'est pas seulement ce qu'elle est aujourd'hui, mais dans l'exercice de pensée, elle est en devenir des lignées évolutives qui peuvent être extrêmement diversifiées, extrêmement foisonnantes, et donc promises à un avenir qui va être très riche.
Évidemment, la question par rapport aux ZAN maintenant, et quand je parlais de libre évolution, c'est pas forcément de se projeter à l'horizon de 500 millions d'années à nouveau, mais c'est de se dire, voilà, à nouveau, les potentialités d'adaptation du vivant, bah, c'est peut-être le vivant qui le fait le mieux. Et donc, c'est lui laisser cette tendance naturelle à s'adapter, mais ça suppose tout un débat. Et pour le coup, il y a un cadre de discussion qui s'ouvre, hein, y compris sur les espèces migrantes, qu'on appelle parfois les espèces envahissantes, mais ce sont finalement des espèces qui s'adaptent aux conditions que nous avons créées nous aussi. Et comment interagir avec ces espèces-là. Donc je ne propose pas forcément des cadres et des grilles qui vont être tout à fait structurés aujourd'hui, simplement ouvrir la réflexion à se dire, ben tiens, on a des beaux projets d'urbanisme, on veut que ce soit joli, on veut que ce soit fonctionnel, on veut réintégrer de la biodiversité dans les villes. Oui, mais quelle biodiversité et qui est compétent pour décider aujourd'hui de quelle biodiversité on doit laisser revenir dans ces espaces urbains ou périurbains. Voilà, ce sera mon mot de conclusion. Merci Emmanuel de nous pousser à la réflexion pour aller un peu plus loin. Du coup, il nous reste une bonne dizaine de minutes de questions d'échange avant la conclusion de Bernard Chavassieux-Louis. Alors, est-ce que vous avez des questions? Là, vous pouvez mettre votre micro et parler pour de vrai. Alors, je ne vois pas en fait si des personnes s'expriment. Dans le chat. Alors, Lisa, je te laisse si tu veux. Oui, on a une question d'Emmanuel Séguré qui demande: faut-il laisser la nature faire dans les lieux de friche, selon vous, Emmanuel Delannoy? Bah, encore une fois, je n'ai pas la réponse à cette question-là. C'est un débat et une réflexion à avoir de manière publique. Donc, et en tout cas, pas partout de la même manière, mais certainement de manière différenciée. Il doit y avoir une place à l'évaluation, il doit y avoir une place, pardon, d'abord à l'expérimentation, une place à l'évaluation. Il y avait tout à l'heure une question à Jean-François sur les masses d'eau. Oui, tout à fait. C'était une question de Bernard Chavassieux-Louis qui demandait: la notion de masse d'eau artificialisée est-elle différente de celle utilisée par les agences de l'eau? Alors ça, c'est la colle, parce que je ne connais pas la définition des agences de l'eau. Donc nous, on a fait notre échelle en utilisant la même méthodologie que pour les espaces terrestres, en regardant à la fois la fragmentation et le fonctionnement des écosystèmes. C'est ça qui est difficile d'ailleurs, c'est que quand on prend deux entrées, pour faire une échelle linéaire, on a des problèmes d'arbitrage. Parce qu'en utilisant l'idée qu'on a plein de photos sur une table de tas d'écosystèmes et on les classe du moins bon au meilleur, on arrive à peu près à se mettre d'accord. Mais quand on veut rajouter là-dessus la composante fragmentation, alors on ne sait pas à quel moment on met, ça c'est mieux de fragmenter ou au contraire de faire fonctionner l'écosystème. Donc c'est cette petite difficulté qui a été très compliquée en fait sur les masses d'eau, parce que dans les masses d'eau, on a vu, nous, deux fragmentations. La fragmentation transversale, par exemple, quand on a des berges verticales et qu'un animal tombe dans l'eau et ne peut pas remonter de l'autre côté. Mais on a aussi la fragmentation longitudinale avec les seuils, les barrages. Et voilà, donc on a eu une difficulté supplémentaire pour les masses d'eau parce qu'on avait deux types de fragmentation sur les mêmes masses d'eau. Alors après, nous, les masses d'eau, on a regardé les barrages, les mares, les rivières, les torrents, les canaux, les piscines, les bassins de rétention. Enfin, on a regardé partout où il y avait une petite surface d'eau. Voilà, donc ça a été une vision très large. Maintenant, c'est plutôt Bernard qui pourrait nous dire, du coup, si on a une vision qui converge avec les agences de l'eau, parce qu'il les connaît sûrement beaucoup mieux que moi. Bernard, lève la main, donc on t'écoute. Oui, pour préciser, les masses d'eau artificialisées dans les agences de l'eau, ce sont des masses d'eau qui sont dispensées
de l'objectif d'atteinte du bon état écologique et pour lequel on demande seulement comme objectif d'atteindre le bon état chimique. Et c'est pour ça que c'est important, parce que ça rejoint la discussion que tu as entamée sur effectivement le risque d'avoir des seuils qui fait qu'on renoncerait à de la restauration écologique. Et donc ça mériterait, on n'a pas le temps de discuter ici, mais d'une part de voir si votre notion de masse d'eau est la même que les masses d'eau des agences, et si votre notion d'artificialisation est également comparable. Mais on peut faire ça dans une discussion ultérieure. En tous les cas, nous, ce qui nous intéresse dans tout ça, c'est l'action qu'on peut avoir. Et on voit, par exemple, VNF régulièrement refait ses berges pour naturaliser ses berges, pour mettre des pentes avec de la végétation au lieu d'avoir des choses verticales. On enlève des seuils dans les rivières. Voilà, donc c'est toutes ces actions à la main des entreprises qui nous semblaient intéressantes de valoriser par rapport à cette idée d'artificialisation. Merci. Est-ce que vous avez d'autres questions? Moi, j'en ai une pour Marion. Marion, tu disais que tu présentais des projets aux collectivités et aux privés. Ce n'est pas forcément des demandes déjà sur l'artificialisation des sols, de présenter des projets. Est-ce que, quand vous en parlez, c'est un plus? Est-ce que c'est encore pour l'instant un sujet qui ne fait pas trop la différence? Enfin, c'est quoi l'interprétation pour l'instant? Ça va beaucoup dépendre en fait, parce que c'est vrai qu'on commence à voir ce type de sujet dans les appels d'offres où il commence à y avoir une sensibilité particulière. Mais après, ce n'est pas tant juste sur l'artificialisation que sur la place de la biodiversité aussi, enfin, tous ces sujets-là. Après, pour l'instant, c'est vrai que si on regarde seulement la question de la notation environnementale, pour l'instant, les notations ne vont pas forcément être suffisantes pour faire pencher la balance d'un point de vue sur ces questions-là, que ce soit dans les appels d'offres publics ou aussi sur ce qui peut être attendu par les privés. Donc ça, c'est... dire que je pense que l'attente générale est de plus en plus importante. Après, pour l'instant, ce n'est pas non plus un tsunami et ce n'est pas encore... ça... Je pense qu'il y a encore beaucoup d'autres aspects qui restent prioritaires par rapport à ce sujet-là, sauf dans quelques collectivités qui ont vraiment une sensibilité particulière et qui souhaitent porter le sujet à fond. Okay. Une question? Pas de question? Très bien. Et bien, du coup, nous allons passer à la conclusion. Pour cela, donc, je vais demander à Bernard Chevassieux-Louis de nous partager les conclusions de ce premier webinaire organisé par l'association. Alors, Bernard, tu es normalien biologiste. Oui, tu fais vite, hein? Je fais très vite. Docteur en sciences, tu as réalisé ta carrière à l'INRA dans le domaine de l'aquaculture et tu as d'ailleurs dirigé l'INRA. Tu as également été président du Muséum national d'histoire naturelle et inspecteur général de l'agriculture. Tu présides Humanité et Biodiversité depuis plusieurs années. La parole est à toi pour la conclusion. Merci Annabelle. C'est quoi qui apparaît? Est-ce que le son est bon là? Très bien. Il est bon. Eh bien, tout d'abord, merci à Annabelle pour avoir préparé et animé ce séminaire. Et puis, merci aux intervenants parce qu'on a dit que c'était un séminaire, c'est-à-dire un endroit où on travaille. Et le fait qu'on ait un certain nombre de partenaires qui acceptent d'avancer avec nous et de relater leurs expériences concrètes, leurs difficultés pour partager un petit peu cette aventure de lutter contre l'artificialisation, ben c'est précieux pour nous et pour avoir des retours, pour éventuellement avoir de nouveaux plaidoyers dans ce domaine. Donc, merci à ces partenaires qui nous ont rejoints et peut-être d'autres qui nous rejoindront dans des séminaires ultérieurs. Alors, le point que je voudrais souligner tout d'abord, c'est que, effectivement, c'est une aventure, c'est-à-dire il y a quand même encore beaucoup d'incertitudes. Incertitudes déjà sur la mesure. Vous avez peut-être vu dans notre rapport que suivant qu'on regardait les fichiers fonciers proposés par le CEREMA ou les données statistiques du ministère de l'Agriculture,
on était pratiquement dans un rapport de 1 à 2 sur la mesure de ces surfaces artificialisées, non seulement sur les surfaces, mais sur le rythme d'artificialisation. Et puis, la discussion a été entamée par Jean-François. Est sorti en avril un décret qui prétend définir 8 catégories d'artificialisation et avec une barre, c'est-à-dire qui fait que les catégories de 1 à 5 sont classées artificialisées et les 3 dernières ne le sont pas. Or, si vous avez regardé ce texte de décret, il y a un point très sensible qui n'est pas tout à fait clair, c'est qu'est-ce qu'on fait des espaces de nature au sein des villes. Espaces de nature soit publics, soit privés, parce qu'il va de soi que si, comme ça a l'air d'être le cas, ils sont classés comme artificialisés, eh bien, ça veut dire qu'on pourra donc les artificialiser encore plus durement sans avoir les pénalités qui s'en suivent. Or, ces espaces de nature, eh bien, ils sont souvent, du point de vue social, des choses extrêmement précieuses. Le parc de la Courneuve, ce n'est pas un chef-d'œuvre et un hotspot de biodiversité. Il n'empêche que les gamins des cités qui viennent taper le ballon ou autres activités, eh bien, si on leur dit vous avez qu'à prendre le RERB pour aller à Saint-Rémy-les-Chevreuses, eh bien, ce n'est pas très, très éthique du point de vue de la manière d'insérer la biodiversité dans les milieux urbains. Et donc, effectivement, je rejoins tout à fait la remarque de Jean-François que si on rentre dans une vision oui-non, c'est ou ce n'est pas artificialisé, on peut avoir beaucoup d'effets pervers qu'il faut d'ores et déjà dénoncer. Quelques autres remarques. Vous savez, en 68, on disait sous les pavés la plage. Je voudrais rappeler en fait que sous les surfaces artificialisées, il n'y a plus de sol. Autrement dit que lorsqu'on va mettre une route, une infrastructure ferroviaire ou même un bâtiment, on commence par décaper le sol au sens agronomique et écologique du terme pour retrouver effectivement le sous-sol, c'est-à-dire un milieu où restent quelques éléments de matière organique mais qui n'est pratiquement plus vivant. Et la question de que deviennent ces sols qui ont été effectivement raclés et mis ailleurs, eh bien la question de savoir effectivement si on ne pourrait pas s'intéresser un petit peu à leur devenir, parce qu'on emporte avec ces sols eh bien, toute une biodiversité qui est susceptible d'évoluer positivement ou négativement suivant l'usage qu'on en fait, il y aurait peut-être effectivement à réfléchir à ça. L'autre point auquel il faudrait réfléchir, c'est ce que j'appelle l'artificialisation exportée. On parle beaucoup de déforestation importée, mais on voit bien que les villes, par leur comportement, ont une influence et sur d'autres surfaces à travers la mise en place d'entrepôts. Vous savez que les entrepôts ont été dispensés d'un certain nombre de choses par rapport à l'artificialisation, et puis à travers toutes les infrastructures de transport, et puis aussi par rapport à l'urbanisation lointaine liée au fait effectivement que quand on a des revenus modestes, eh bien on préfère quitter la ville pour aller dans un lotissement un peu éloigné, et que ça effectivement, cette question de penser la ville eh bien, non seulement dans son artificialisation interne, mais dans son empreinte externe, eh bien, de plus en plus, on voit bien que toute une série d'impacts sont des impacts exportés. Vous le savez, par exemple, pour l'énergie grise consommée par l'informatique, qui est un exemple extrêmement typique de ces effets qui se placent à longue distance. Autre remarque que je voudrais faire, c'est la question de l'éco-conception. Dès lors qu'on se dit que, pour prendre une perspective à long terme, eh bien, les villes ne sont pas, disons, durables au sens éternel, eh bien, ce qu'on fait pour aujourd'hui des appareils électroménagers ou des voitures, c'est-à-dire les concevoir pour qu'ils soient réutilisables, recyclables et autres, eh bien, peut-être que dès la conception de l'urbanisme, et je crois qu'un certain nombre d'opérateurs, notamment FH qui étaient avec nous, réfléchissent à ça, c'est-à-dire est-ce qu'on conçoit des villes qui sont recyclables ou en tout cas réversibles dans leur processus d'urbanisation, ce qui rejoint d'ailleurs ma remarque sur le devenir des terres qui ont été éliminées lorsqu'on a voulu construire. Une autre remarque, c'est est-ce qu'on va pouvoir conserver entre tous ces opérateurs ce que j'appelle un système d'innovation ouvert, c'est-à-dire un système dans lequel les différents opérateurs vont partager leurs succès mais aussi leurs échecs pour apprendre ensemble,
un peu comme les logiciels ouverts dans le domaine de l'informatique, ou est-ce que ces savoir-faire vont être conservés comme des savoir-faire internes aux entreprises parce que ça sera un avantage compétitif de les maîtriser? Et donc, vous avez compris dans quelle direction je penche. En tout cas, nous, on a l'impression que pour le moment, nous sommes dans un système d'innovation ouvert et vous avez accepté de nous rejoindre pour échanger. Et je crois que ça serait précieux de réussir à entretenir cet esprit de l'innovation ouverte. Et puis, pour ne pas être trop long, je voudrais terminer sur ce qu'a un petit peu esquissé Emmanuel, c'est-à-dire qu'il ne faut pas baisser la garde sur la biodiversité dans les milieux qu'on considérerait comme artificialisés. Autrement dit, bon, c'est un peu le slogan de l'association, il n'y a jamais d'espace perdu pour la biodiversité. Et le fait de dire, mais même dans ces milieux artificialisés, eh bien, il y a de la place pour la biodiversité, il y a de la place pour aménager éventuellement des continuités écologiques et donc permettre à la biodiversité de circuler. Et c'est pour ça que quand Jean-François Le Signe fait la distinction, est-ce que c'est clôturé ou pas, ben, c'est tout à fait important. Dans une zone pavillonnaire, le fait de persuader les gens de laisser un trou de 10 sur 10 dans leur clôture pour que les hérissons circulent, ben, c'est tout bête, mais il faut parfois effectivement avoir ce genre de démarche. Et d'autant plus que, qu'on le veuille ou non, c'est peut-être dans ces milieux artificialisés que se construit la biodiversité de demain. Ben pourquoi? Ben parce que ce sont des milieux plus chauds, des milieux plus secs. Et donc, vous connaissez peut-être l'exemple du nouveau moustique de Londres qui est apparu comme une espèce distincte après quelques générations d'évolution dans les tunnels du métro. Eh bien, effectivement, peut-être que dans ces milieux urbains, eh bien, c'est là que la biodiversité de demain, c'est-à-dire celle qui pourra habiter avec nous sur la planète, eh bien, est en train de se construire. Et le fait de dire que dans les villes, eh bien, les usagers ne sont pas les humains, mais qu'il faut penser à l'ensemble, effectivement, des êtres vivants qui peuvent y trouver des endroits où ils peuvent vivre et prospérer, eh bien, c'est peut-être ça qu'il faut penser lorsqu'on pense effectivement ces questions d'artificialisation et d'urbanisation, et non pas effectivement en pensant qu'il y aura d'autres endroits en dehors des villes où on va conserver effectivement cette biodiversité. Voilà donc quelques conclusions que je vous propose. En tout cas, merci à vous tous pour ces échanges tout à fait riches et j'espère que les prochains séminaires, je ne sais pas s'il faut les annoncer d'ores et déjà, eh bien, nous permettront de poursuivre ces discussions. Merci beaucoup Bernard, merci à toutes et à tous pour votre participation et votre présence avec nous. Du coup, le prochain webinaire aura lieu en septembre. On n'a pas encore défini la date. Par contre, vous pouvez, on a parlé de travail aussi en commun, d'échange, vous pouvez nous envoyer vos attentes et vos besoins via le sondage qui va apparaître dans le chat à l'instant même. Donc, n'hésitez pas à nous partager ce dont vous avez besoin pour qu'on puisse aussi vous y répondre. Je vous souhaite un bel été et Sandrine, peut-être un dernier mot. Merci à tous et à bientôt. Eh bien, merci Annabelle pour l'animation de ce webinaire, la préparation, la collaboration sur le guide et puis merci à Lisa aussi qui a participé à cette préparation et toute l'équipe d'Humanité et Biodiversité. Bravo à toutes les deux. Et on se retrouve en effet 2 prochains webinaires, dont un sera notamment consacré ou en tout cas intégré à la démarche Entreprises engagées pour la nature. Et donc, on vous donne rendez-vous à la rentrée. Merci à tous et à bientôt.